Ok, donc bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la science de la modélisation, ou plutôt une introduction à cette théorie de la modélisation. Et on va vers la fin donner quelques applications. D'accord? Très bien. Voilà, c'est quoi le plan qu'on va suivre tout au long de cette présentation? Donc, euh, Comme introduction, je vais vous parler de l'art de modéliser, ou bien l'art de prédire. On parle aussi de l'art de prédire, l'art de décider, l'art de donner les meilleures recommandations, si on peut dire comme ça. Dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques exemples, quelques modèles qui gouvernent notre monde et qui ont servi pour l'amélioration de la vie et de la technologie. Et puis finalement, je vais donner quelques applications en relation avec les thématiques de recherche. Voilà, donc l'art de modéliser. Donc, comme vous savez, depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre les objets qui les entourent, voire au-delà de son entourage. D'ailleurs, il a pu distinguer depuis l'Antiquité entre les objets qui tombent, et puis il a créé ce qu'on appelle la mécanique terrestre, et les objets qui flottent ou bien qui se promènent dans l'univers. Et c'est la mécanique céleste. Et donc cette conception s'intègre dans ce qu'on appelle la conception ptolémienne. D'accord? Ptolémée, donc c'est les idées de Ptolémée et d'un ensemble de philosophes qui ont pu distinguer entre ce qui tombe, c'est-à-dire dans l'entourage terrestre, c'est la mécanique terrestre, ou bien ce qui flotte et ce qui se promène dans l'univers, comme la Lune, le Soleil, etc., les étoiles, etc. D'accord? Et le fruit de cette observation, il nous a donné plusieurs travaux. Donc, j'en profite pour vous rappeler le célèbre chef-d'œuvre d'Isaac Newton, Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Donc, ça, c'est le premier œuvre, et voilà, c'est le premier œuvre portant sur la modélisation. D'accord? Donc, c'est un document très célèbre qui a révolutionné la vision de la physique. D'accord? Donc, en mathématisant les objets physiques. Bien entendu, ce livre, au départ, était écrit en langue latin. Et donc, c'est grâce à Émilie du Châtelet que ce livre s'est traduit dans la langue française. D'accord? Comme principe mathématique de la philosophie naturelle. Donc ça, c'est un livre qui est très intéressant. Bien entendu, Émilie du Châtelet, il a donné quelques corrections de certains résultats d'Isaac Newton, comme par exemple l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, Isaac Newton l'écrivait comme étant le produit de la masse fois et la vitesse. Donc de Châtelet, Émilie de Châtelet, la marquise Émilie du Châtelet, donc il a observé en faisant des observations et un raisonnement mathématique que ça ne doit pas être le produit entre la masse et la vitesse, mais plutôt la masse fois le carré de la vitesse. Voilà, une autre remarque, donc il y a un livre qui porte, ou bien qui est proche de celui de Newton, qui s'appelle aussi Les principes de mathématiques. C'est un livre publié par Bertrand Russell en 1903. Mais ce livre-là, en fait, il parle de la fondation ou bien des fondements, voilà, des fondements des mathématiques ou bien de la logique mathématique. Donc la conception, c'est un peu différente par rapport au livre de Newton. Donc on peut dire que Isaac Newton, c'est le premier modélisateur. Donc grâce à son livre,
il a révolutionné la façon de voir les lois de la physique et la théorie physique. Donc, c'est quoi la modélisation? Donc après cette introduction, on peut dire que la modélisation, donc modéliser, c'est mathématiser pour décider. D'accord? Donc ça, c'est en bref. Donc la modélisation mathématique consiste à traduire un phénomène réel et donc complexe à l'aide de symboles mathématiques, à l'aide d'équations mathématiques, de formules mathématiques. Donc, pour quel objectif? Donc l'objectif de cet exercice de réflexion, cet exercice scientifique, c'est de décrire le phénomène objet de réflexion, ou bien décrire la physique qu'on cherche à comprendre, afin de donner par la suite des prévisions dans le temps. D'accord? Donc, on peut penser par exemple au modèle météorologique. Donc, on sait très bien que la prévision de la météo, bien l'actualité météorologique se base fortement sur les modèles mathématiques, en particulier la célèbre équation de Navier-Stokes. Donc, lors de la modélisation, il faut faire très attention, car si vous essayez d'inclure toutes ou bien tous les paramètres dans votre simulation ou bien dans votre modèle, dans votre description, donc soyez sûr que vous vous approchez de la réalité, mais le problème, c'est que le modèle que vous allez obtenir et qui contient tous les paramètres, toutes les dimensions de votre phénomène, eh bien, ce modèle théorique, il peut ne pas être résoluble par les théories existantes. Et donc, ça va devenir plus difficile à résoudre et à comprendre ce modèle. D'accord? C'est vrai que inclure tous les paramètres dans l'approche de modélisation, ça peut paraître comme étant la méthode idéale suivant Blaise Pascal, mais on peut pas le résoudre. Malheureusement, même si cette méthode, ça peut paraître idéale, dans le sens qu'il considère ou bien prenne en compte tous les paramètres, toutes les dimensions, tous les paramètres et toutes les dimensions du phénomène à comprendre, mais il a des contraintes. Et cette contrainte, c'est le fait qu'on peut ne pas avoir une théorie mathématique qui permet de résoudre ce modèle avec tant de dimensions et tant de paramètres. Donc, il faut faire des concessions. D'accord? Et donc, quelles sont ces concessions qu'il faut faire? Donc, le mathématicien doit faire donc des concessions, c'est-à-dire des hypothèses. D'accord? Donc déjà, lorsqu'on parle d'hypothèse, on parle implicitement de l'approximation. Ça veut dire un modèle, vu qu'on ne peut pas considérer toutes les dimensions possibles, ben, il faut savoir qu'on est contrôlé, d'accord, par l'approximation. D'accord? Donc on peut pas s'en passer, on peut pas s'échapper à l'approximation. D'accord? Malgré les ambitions à comprendre toutes les limites du phénomène ou bien de cette réalité. Donc, d'où la modélisation, c'est une science qui dépend fortement de l'approximation, et donc votre modèle doit être modéré. D'accord? Il faut bien avouer, il faut savoir que on ne peut pas accéder à la réalité dans toute sa totalité, c'est-à-dire grossièrement. Donc il faut pas donc lors de la modélisation, il faut faire très attention à quelques critères. Donc le premier critère est le suivant, donc il faut pas trop simplifier votre phénomène et donc considérer des hypothèses qui sont très fortes, car vous risquez de perdre des propriétés qualitatives très importantes que vous cherchez à comprendre. D'accord? Donc ça, c'est la première remarque, c'est le premier critère. Donc le deuxième critère, il ne faut pas garder un système trop compliqué.
comme j'ai dit tout à l'heure, si vous gardez un système trop compliqué, vous risquez de ne pas pouvoir le résoudre. Vous risquez de ne pas trouver une méthode, une technique, une stratégie, une théorie qui permet de le manipuler et donc de décrypter euh, son secret. Bien sûr, lorsqu'on parle de la modélisation, il y a une, euh, une sœur jumelle de la modélisation, si on peut dire comme ça, c'est la simulation. Donc la simulation et la modélisation sont deux terminologies qui sont très liées. Et donc l'une, c'est la duale de l'autre. D'accord? Donc c'est bien de rappeler sa définition. Donc la simulation numérique, c'est le processus qui permet de calculer sur ordinateur les solutions des modèles obtenus et donc simuler la réalité physique. Donc, comme vous savez, donc avec l'avènement des ordinateurs vers les années 1950, donc la science qui a profité le maximum des ordinateurs, c'est plus que les autres sciences, bien sûr, c'est les mathématiques. Donc, on disait que l'ordinateur ou bien l'informatique, il a transformé les mathématiques comme science d'abstraction, une science pure, en une science expérimentale. Pourquoi? Parce que grâce aux simulations numériques, grâce aux schémas numériques, grâce à l'analyse numérique, on peut finalement s'approcher de cette réalité cachée. D'accord? Par exemple, je vous rappelle, par exemple, un exercice qu'on a l'habitude de faire au lycée, c'est chercher les racines d'une équation. D'accord? Donc, il y a pas mal d'équations, on peut dire même une infinité d'équations dont on ne peut pas accéder théoriquement et analytiquement exactement à la solution. Et du coup, on utilise des techniques pour approcher ces zéros de la solution, d'accord, les racines de cette équation algébrique. Par exemple, parmi ces méthodes, c'est la méthode de dichotomie ou bien la méthode de dissection. D'accord? On prend un intervalle, on le subdivise en deux, on calcule l'image de f de a fois f de c. Si c'est positif, on sait que la racine se trouve dans le complémentaire de l'intervalle AC, donc dans CP, et on calcule f de b fois f de c. S'il est négatif, on est sûr que la racine elle est dedans. Donc ça, c'est la méthode de dichotomie. Il existe d'autres méthodes, comme la méthode de la séquente, la méthode de Newton, etc. D'accord? Donc la liste, elle n'est pas, elle n'est pas exhaustive. Très bien. Voilà, donc ça, c'est un exemple qui montre l'apport de l'informatique, des algorithmes, des schémas numériques dans la conception et la simulation de la réalité. Donc, ce qui était caché dans l'abstraction, donc on peut s'approcher de son caractère, euh, de son graphe, de sa valeur grâce à, au calcul sur ordinateur. Voilà, donc très bien. Donc une remarque, donc il ne faut pas confondre la théorie de la modélisation et la théorie des modèles. Donc il existe une théorie qui s'appelle la théorie des modèles. Donc on peut se confondre, on peut tomber dans la confusion et croire que cette théorie de modèle est là les mêmes objectifs que la théorie de modélisation, ce qui est faux. Donc la théorie de modèle, c'est une autre théorie qui s'intéresse à l'approche sémantique de la logique mathématique. D'accord? C'est-à-dire les quantificateurs, quel est le langage symbolique qu'on doit utiliser pour faire passer l'idée qu'on désire comprendre à travers une propriété ou bien un théorème. Et puis, il y a aussi l'approche syntaxique qui est objet d'étude de la théorie de la démonstration. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est juste une remarque, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et donc aussi, suite à toutes ces remarques que je venais de dire, donc il ne faut pas oublier la célèbre citation de George Box, qui est un des étudiants du grand statisticien, le, le statisticien Fisher, voilà, Richard Fisher. Donc ça, c'est un des grands étudiants et c'est un des grands étudiants
du grand statisticien Fisher, Richard Fisher. Donc, qu'est-ce qu'il dit, George Box? Donc, George Box disait que tous les modèles sont faux, mais quelques-uns sont utiles. Donc, pourquoi il disait ça? Ben, tout simplement parce que ces modèles, il ne faut pas oublier que finalement, ces modèles ne sont qu'une approximation de la réalité. D'accord? Donc, ils peuvent coïncider avec cette réalité, avec un certain pourcentage, avec une certaine vraisemblance de vérité, mais on ne peut pas affirmer à 100% que c'est le modèle exact de cette réalité. D'accord? Donc, on n'a pas les outils de dire que cette équation, c'est l'équation exacte de telle évolution ou bien de tel phénomène. D'accord? Voilà, donc une fois vous obtenez votre modèle, ben, il faut savoir que cette équation, ou bien ce modèle, n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire n'est pas la fin de cette aventure de compréhension de la réalité physique ou bien du phénomène objet de compréhension. Donc, une fois le modèle est établi, il reste de nombreuses questions auxquelles il faut tenter de répondre. Donc, parmi ces questions, bien sûr, il y a énormément de questions. Donc, une fois que vous avez le modèle, vous posez des questions. Donc, la première question, est-ce qu'on peut justifier le modèle? Est-ce qu'on peut le justifier formellement ou rigoureusement? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut défendre pourquoi on a pris telle hypothèse et non pas une autre? D'accord? Donc, est-ce qu'on peut justifier pourquoi on a fait tel couplage et non pas une autre? Pourquoi on a échelonné les paramètres ou bien adimensionné les paramètres au lieu qu'ils soient dans un intervalle A, B, on les a considérés dans un autre intervalle. Pourquoi on a changé la géométrie? La géométrie exacte, c'est une géométrie qui est très complexe et on a considéré des géométries classiques. Donc en général, ça c'est parmi les questions qu'il faut défendre et convaincre le comité scientifique lors de la rédaction de votre euh, justification. D'accord? Justification du modèle. D'ailleurs, l'équation de Schrödinger, qui est une équation très connue, elle est toujours objet de polémique sur la justification, objet de polémique au niveau de la justification de cette équation. D'accord? Aussi, nos équations, les célèbres équations euh, de thermoélasticité, surtout pour le couplage faible, elle est aussi objet de justification. Pourquoi on a ce couplage faible? Est-ce qu'on peut le justifier? Donc ça aussi, c'est parmi les questions auxquelles nous réfléchissons au sein de notre équipe. Donc la deuxième question, est-ce que ce modèle possède des solutions? Ou bien l'espace des solutions, il est vide? D'accord? Donc on a déjà vu auparavant que une équation peut ne pas admettre des solutions suivant les hypothèses que vous avez. Par exemple, x plus 1 demi, d'accord? X plus 1 demi n'admet pas, x plus 1 demi est égal à 0 n'admet pas de solution dans n, ni dans z. D'accord? Donc il faut chercher dans un espace plus grand que n et z. Et x carré plus 1 n'admet des solutions ni dans n, ni dans z, ni dans q. Donc il faut pousser les limites de recherche et voir s'il existe des solutions au-delà de R. D'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs, parmi ces questions, ce type de questions, la science s'est développée. D'accord? Donc les gens, ils ont créé les corps algébriquement clos, le corps des complexes, l'ensemble des complexes C, etc. Donc une troisième question qu'on peut se poser, ces solutions, est-ce qu'elles fournissent description, une bonne description de la physique observée? Est-ce que c'est le bon modèle qui modélise ce transport de la matière ou bien qui modélise ce fluide? D'accord? Est-ce que c'est le bon modèle qui permet de comprendre l'aérodynamique de tel objet? D'accord? Est-ce que c'est le bon modèle qui permet de comprendre les vibrations d'une poutre ou bien d'un pont ou bien une construction quelconque? D'accord? Donc, on peut se poser plusieurs questions sur la validité du modèle euh, et la fidélité du modèle en termes de description
de la réalité. Est-ce qu'on peut discrétiser notre problème? D'accord? Parfois, on tombe sur des équations qu'on ne peut pas visionner, qu'on ne peut pas tracer graphiquement. D'accord? Donc, il y a plusieurs équations, d'accord, dont on ne sait pas tracer leur graphe. D'accord? À titre d'exemple, vous pouvez prendre une équation algébrique à trois variables, d'accord, x, y, z, et ben, c'est très difficile de tracer la solution, voire impossible. D'accord? Déjà, algébriquement, c'est difficile. Et si vous voyez, bien sûr, si on part à une équation différentielle, je peux dire que l'équation de la chaleur, dont la solution s'écrit comme étant une série de Fourier, donc une série de Fourier, une série, c'est une suite infinie, on peut pas tracer sa solution. Donc, on ne sait pas c'est quoi la somme infinie d'une combinaison de sinus et cosinus. Donc déjà en dimension 1. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passe en dimension supérieure. Les résultats obtenus sont-ils conformes à la réalité? Donc après étude du modèle de votre équation, vous pouvez poser la question, est-ce que ces résultats sur l'énergie, sur le comportement de l'énergie, sur le comportement des paramètres, est-ce qu'ils coïncident? Est-ce qu'ils sont fidèles à la réalité que vous cherchez à comprendre ou bien à simuler? Et bien sûr, finalement, donc l'objectif final, c'est donner une décision. C'est proposer une prévision pour le comité scientifique. D'accord? C'est quoi la prédiction, d'accord, que vous proposez concernant ce phénomène? Bien sûr, la science la science ou bien la science physique dont on trouve profondément ce type de questions, la météorologie, d'accord, qui est une thématique très intéressante dans notre équipe. Et donc, dans la science de météorologie, les gens, on se pose toujours la question, c'est quoi le temps qui fera demain, d'accord? Ou bien, si vous voulez faire un voyage vers un pays quelconque, vous vous posez la question, c'est quoi le temps qui fera là-bas, d'accord? Et donc, pour décider quels sont les vêtements qu'il faut choisir, d'accord? Quels sont les vêtements qu'il faut apporter avec vous, combien d'argent il faut aussi ramener, etc. Donc, il y a tout un ensemble de questions qu'on peut se poser une fois on a la bonne prédiction, d'accord? Donc, ça, c'est juste un exemple, il y en a d'autres. Donc, les modèles sont partout, d'accord? Donc, chaque fois que vous voyez un phénomène, il faut savoir qu'il y a derrière une équation. Derrière, il y a un modèle, d'accord? Donc, les types d'applications de la modélisation sont nombreux et variés. Donc, je donne quelques exemples. Donc, on peut simuler un modèle numériquement, d'accord? Lorsqu'il n'y a pas accès à la solution, bien sûr, exacte. Donc, lorsque l'objet est inaccessible, par exemple, lorsqu'on a un objet inaccessible, par exemple en astrophysique, les étoiles, les galaxies, les trous noirs, etc., donc on peuvent pas faire objet d'expérience. D'accord? Donc, on peut pas faire des expériences au laboratoire sur une étoile, ou bien sur une galaxie, ou bien même sur une planète. D'accord? D'où l'importance de la modélisation et la simulation. Donc, mais si on a un modèle, bien sûr, si on a un modèle, on peut voir le comportement, le mouvement de cette étoile ou bien de cette planète, voire d'autres objets plus grands. D'accord? Donc, le même problème peut se poser, bien la même question peut se poser aussi pour l'infiniment petit. D'accord? Donc, les objets quantiques, par exemple, les objets quantiques ne peuvent pas, donc il y a pas mal d'objets quantiques, pas tous les objets, mais pas mal d'objets quantiques qui ne peuvent pas être objets d'expérience. On ne peut pas tourner une expérience sur certains objets quantiques pour décider si ça existe ou bien s'il a un certain
un certain comportement et comment est ce comportement. D'accord? Donc on peut pas le faire par le biais de l'expérimentation, mais grâce à la modélisation et à la simulation, on peut, on peut, en- on peut la faire. Donc lorsqu'on veut étudier le comportement d'un objet qui n'existe pas physiquement, par exemple l'avion Airbus A380, donc elle a été entièrement réalisée sur ordinateur. Et donc cette simulation du modèle a permis de diminuer le coût de la main-d'œuvre, le coût en temps, et aussi il a permis de développer de manière significative l'objet en question, c'est-à-dire l'avion. Bien sûr, ce sont des exemples qui sont très simples, mais il existe d'autres, bien sûr. Donc, vous pouvez penser à d'autres exemples euh, plus poussés et plus général que les exemples que je donne ici. Voilà, donc maintenant je passe à la deuxième partie de cet exposé, c'est les équations qui gouvernent le monde. Quelles sont les équations qui ont poussé les limites de notre technologie, voire notre façon de voir le monde? Voilà, donc la première candidate, c'est l'équation des ondes. D'accord? Donc on sait très bien que l'équation des ondes, c'est une équation qui est très très intéressante. Et d'ailleurs, elle est considérée avec l'équation de la chaleur comme les équations les plus utilisées en mathématiques. D'accord? Donc, chaque sensation que vous ressentez, chaque son que vous entendez, ce n'est autre que la traduction des fonctions d'onde par votre cerveau. D'accord? Donc, l'équation d'onde décrit le mouvement de toutes les ondes de lumière, son ou chaleur. Donc, on peut la considérer pour modéliser n'importe quel phénomène, que ce soit des phénomènes de l'acoustique, des phénomènes de l'élasticité, des phénomènes de la conduction thermique, etc. D'accord? Donc, le premier qui a trouvé cette équation, c'est D'Alembert. Donc, il l'a trouvé en dimension 1 dans les années 1746. Et par la suite, Euler, plus tard, donc 10 ans, il a donné l'équation. Donc, indépendamment d'Alembert, il a donné l'équation en dimension 3. D'accord? Sous la forme que vous connaissez. D'accord? Donc, à la place d'avoir ici, au lieu d'avoir ici la dérivée seconde sur x carré, vous ajoutez les autres dérivés du Laplacien. D'accord? Du Laplacien dans la dimension 3. Donc, vous ajoutez plus c carré d carré de u sur dy carré plus c carré d carré de u sur dz carré. Donc ça, c'est sa forme en dimension 3. Donc une autre équation qui a changé le visage de la physique, c'est les équations de Maxwell. C'est les quatre équations de Maxwell. D'accord? Donc ces équations de Maxwell qui ne sont que la concrétisation de la théorie de Faraday, ainsi que d'autres théories mathématiques comme les théories de Gauss en électromagnétisme, donc traduisent la relation qui existe entre le champ électrique, noté ici E, d'accord, grand E, donc c'est le champ électrique, et grand B, c'est le champ magnétique. D'accord? Donc bien sûr, la première équation, donc cette première équation, ça traduit la loi de Gauss ainsi que celle-ci. D'accord? Et ces deux équations, ils traduisent la loi de Faraday. Donc la première, c'est la loi de Faraday et la deuxième, c'est la loi d'Ampère. D'accord? Donc cette équation, comme j'ai dit, il a changé la vision de la physique et donc il a donné une interprétation du champ électrique et du champ électromagnétique. Ça veut dire qu'on peut obtenir l'un à partir de l'autre. D'accord? Donc, en dérivant le champ électrique, on va avoir le champ électromagnétique. Et en dérivant le champ électromagnétique, on trouve le champ électrique. Donc, chose qui était
inconnue avant Maxwell. Ça veut dire que la physique après Maxwell est différente de la physique avant Maxwell. Donc avant Maxwell, les physiciens considèrent le champ électrique et le champ magnétique comme étant deux dimensions dans l'équation électrique, dans les lois de la physique. Donc, mais après Maxwell, donc on a réduit, donc on a gagné en termes de dimensionnalité. D'accord? Donc on a gagné en termes de la dimension, puisque on peut obtenir l'une à partir de l'autre. En dérivant le champ électrique, comme j'ai dit, on trouve le champ électromagnétique et vice-versa. Donc ces équations signifient que la variation spatiale du champ électrique donne naissance à un champ magnétique et vice-versa. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà une remarque très importante. Donc c'est que si vous prenez le rotationnel, donc ce symbole, ça veut dire le rotationnel de E et le rotationnel de B. Donc si vous composez le rotationnel de E avec un autre rotationnel, donc rotationnel du rotationnel, donc ça c'est un petit exercice, vous allez tomber sur une équation des ondes. D'accord? Vous allez tomber sur une équation des ondes pour le champ électrique et une équation des ondes pour le champ électromagnétique. Autrement dit, lorsque vous voyez une équation des ondes, il faut pas croire que ça modélise forcément une onde vibrante en dimension 1, ou bien un tambour en dimension 2, ou bien une vague en dimension 3, mais ça peut modéliser aussi des équations de l'électromagnétisme. D'accord? Et donc, de là, l'importance des modèles. D'ailleurs, on peut utiliser le même modèle pour simuler plusieurs phénomènes. D'accord? Et cet exemple, il justifie cette remarque. Donc voilà, donc après les équations de Maxwell arrive la célèbre équation de Schrödinger, d'accord? Donc qui est le prototype des équations de la mécanique quantique, d'accord? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, cette équation, il continue à créer la polémique dans la communauté des physiques, d'accord? En particulier la communauté de la mécanique quantique, sur la formulation de cette équation, d'accord? Donc d'où vient ce paramètre I, d'accord? D'où vient ce paramètre complexe I? Donc, je rappelle, I, c'est la racine de moins 1, d'accord? Donc cette équation a permis la création de semi-conducteurs, des fils métalliques qu'on trouve dans les transistors mémoire qui contrôle et alimente l'écran de votre smartphone, en particulier l'écran de votre ordinateur. D'accord? Donc, cette équation elle a plusieurs significations, elle a plusieurs utilisations. D'accord? Et d'ailleurs, Schrödinger, il l'a utilisé même en biologie. Donc, Schrödinger, il a travaillé aussi sur la biologie pour voir est-ce que les lois de la mécanique quantique peuvent se projeter pour comprendre les lois qui régissent la décomposition cellulaire ou bien tout autre processus biologique. D'accord? Donc, donc si on prend la norme de U, donc la norme de U au carré, ou bien le module de U au carré, on va trouver la probabilité de trouver un électron à l'instant T et au point spatial X. C'est ça la signification du module de U au carré. D'accord? Donc c'est une probabilité cachée dans une équation déterministe. D'accord? Donc cette équation, il marie entre le déterminisme et le probabiliste. Voilà, donc on arrive à la dernière formule, la dernière équation, c'est la transformation de Fourier. D'accord? Donc maintenant, on a 7 équations. Donc la première, c'est l'équation des ondes, puis les 4 équations de Maxwell, puis l'équation de Schrödinger et finalement la transformation de Fourier. Donc la transformation de Fourier, c'est une formule très importante puisqu'il intègre plusieurs paramètres très importants des mathématiques. On trouve le E qui est la base logarithmique,
le pi qui est la base en algèbre, d'accord, et le i qui est racine de moins 1, la base en analyse complexe. Donc, il marie aussi entre ce qui est spatial et ce qui est fréquentiel. Donc, cette équation qui peut paraître simple, et d'ailleurs Fourier, il l'a inventée pour résoudre des EDP, donc les applications de cette formule, on l'utilise souvent pour résoudre et trouver la solution de certaines équations en dérivée partielle, en particulier linéaire. On l'utilise en mécanique quantique. Donc, il a des utilisations très, très profondes en mécanique quantique et en traitement de signal, en spectroscopie, en médecine, dans l'imagerie à résonance magnétique, etc. Voilà, donc Ian Stewart considère que ces 7 équations, ce sont les équations qui gouvernent le monde. Donc, je vous invite à voir les détails de son article scientifique, dont il donne pas mal d'explications et de commentaires sur ces 7 équations. D'accord. Donc maintenant, la question qui soucie et, qui est un casse-tête pour les scientifiques, c'est est-ce qu'il est possible d'unifier toutes ces équations? Est-ce qu'il existe une seule équation qui contient toutes les informations et à partir de cette équation, on peut dériver toutes les autres équations existantes? D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'unification de toutes ces équations, ou bien l'équation unifiante, ou bien l'équation unifiée. D'accord? Et ça, c'est les dernières questions, ou bien c'est parmi les questions les plus intéressantes qui sont toujours ouvertes. Donc, malgré les propositions, il y a pas mal de propositions sur cette théorie du tout. On l'appelle aussi la théorie du tout, la théorie d'unification qui marie entre les théories existantes. Voilà, donc ça, c'est pour finir, ou bien pour clôturer cette deuxième partie. Voilà, donc la dernière partie. Donc, la dernière partie de mon exposé, je vais la consacrer à quelques applications. Donc, comme je vous ai dit, donc pour ne pas rester dans la philosophie de la modélisation. Voilà, donc comme application, je considère certaines équations et je vais vous montrer comment on étudie le comportement asymptotique de ces équations. D'accord? Donc, les équations que je vais considérer, c'est l'équation de la chaleur et l'équation des ondes, puisqu'on travaille souvent sur ces 2 équations dans notre équipe. Mais avant de présenter ou bien expliquer comment on étudie le comportement asymptotique de ces EDP, je vais vous donner quelques rappels. D'accord. Donc, si on a une équation en dérivée partielle, d'accord, donc je dis que cette équation elle est fortement stable si son énergie, d'accord, s'évaporise à l'infini, d'accord. Donc il tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini, d'accord. Donc l'énergie disparaît à l'infini. Donc on dit que l'énergie d'une EDP tend vers 0 avec la vitesse exponentielle, avec une vitesse exponentielle, si l'énergie de cette équation, il se comporte comme étant un exponentiel moins alpha t. D'accord? Voilà, donc je vais utiliser par la suite, pour démontrer certains résultats, je vais utiliser l'inégalité de Schwarz, qui nous donne une information entre le produit scalaire et la norme. D'accord? Donc, comment passer du produit scalaire à une norme? C'est l'équation de Cauchy-Schwarz, ce qu'on appelle une équation de Cauchy-Schwarz. Donc, j'ai ici un espace vectoriel pré-hilbertien. D'accord? Et j'ai que pour tout xy dans cet espace H, le module du produit scalaire est majoré par le produit des normes des deux valeurs x, y, ou bien des deux vecteurs x, y. Donc, je vais utiliser aussi l'inégalité de Young. D'accord? Donc, l'inégalité de Young vous dit que vous pouvez estimer un produit en combinaison de ces puissances. D'accord? Donc, vous pouvez casser cette relation produit et la transformer, l'estimer, la simuler par une combinaison de puissances. D'accord? Donc, en particulier, si P est égal à Q est égal à 2, si vous aurez AB est inférieur à A carré sur 2 plus B carré sur 2.
D'accord? Et vous pouvez même euh, remplacer AB. Donc, vous pouvez remplacer A par racine de Y fois A, ou plutôt A sur racine Y, et B comme racine de Y fois B. D'accord? Et donc, dans ce cas, vous aurez A carré sur 2Y, puisque votre A ici, c'est A sur racine de Y. Donc, si vous appliquez ce résultat, le résultat précédent, donc A sur Y, le tout au carré, c'est A carré sur Y, et le 2, il reste. Plus B carré, j'ai dit que B, vous la remplacez par racine de YB, vous aurez YB carré sur. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que par la suite, je vais utiliser ces inégalités pour, pour démontrer certains comportements de l'énergie d'un système que je vais expliciter par la suite. Donc, je vais aussi se servir de l'inégalité de Poincaré. D'accord? Donc, c'est une inégalité qui est vraie seulement dans un espace borné, dans un ensemble borné. D'accord? Donc, si vous avez oméga n ouvert de Rn borné, au moins en une direction, donc ça, c'est l'hypothèse. Vous pouvez affaiblir l'hypothèse de borné en la remplaçant par borné au moins dans une direction. Et bien, vous pouvez estimer l'énergie de votre système, d'accord, par le gradient de l'état de votre système. D'accord. Vous estimez l'intégrale de V carré par l'intégrale du gradient de V. D'accord. Je rappelle, le gradient de V, c'est dV sur dx1, virgule dV sur dx2, jusqu'à dV sur dxn. D'accord. Donc ça, c'est un vecteur. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails des remarques sur la constante C, parce que ce n'est pas l'objet de l'exposé. Donc je vais aussi utiliser le lemme de Grandval, d'accord? Donc le lemme de Grandval qui dit que si vous avez une inégalité sous cette forme, V' de t est inférieur à f de t fois V de t, d'accord? Eh bien, vous pouvez démontrer que V de t n'est autre que, euh, ou bien peut être estimé par l'intégrale de f de s ds fois v de a. D'accord. Et bien, cette inégalité, ou bien ce lemme qu'on va l'utiliser pour démontrer la stabilité exponentielle dans notre système. Donc, pourquoi notre système, il décroît vers zéro. Donc, je rappelle que la dissipation, la décroissance vers zéro, c'est la dissipation des systèmes. Et d'ailleurs, tous les objets qui nous entourent ont ont ce caractère, ou bien possèdent ce caractère de dissipation. D'accord? C'est pour ça que lorsque vous obtenez un modèle, il faut s'assurer si sa dynamique est dissipative. D'accord? Pourquoi? Parce que si sa dynamique est dissipative, ça veut dire que votre modèle, il est proche de la réalité que vous cherchez à simuler. Et donc, pour trouver ce caractère dissipatif, eh ben, les gens, ils ont inventé une théorie, en particulier l'étude de la stabilité des systèmes, que ce soit la stabilité exponentielle, la stabilité forte, etc. D'accord? Donc, pour justifier et montrer que votre modèle il est dissipatif, et du coup, il traduit la réalité, il faut s'en servir de certains théorèmes, de certains résultats existants dans la théorie. Donc voilà, donc là, on va utiliser le lemme de Grandval. Donc le lemme de Grandval, c'est un lemme qui est très important et qui est un outil qui permet d'atteindre cet objectif. Voilà, très bien. Donc maintenant, j'arrive à la stabilité exponentielle qui est sujet d'étude. Voilà, donc je considère l'équation de la chaleur suivante. Donc vous êtes habitué à, à travailler, ou bien nous sommes habitués à travailler avec cette équation, d'accord, dans notre équipe. C'est une équation qui est de premier ordre par rapport au temps et qui est du second ordre par rapport à l'espace. D'accord? Donc le Laplacien de U en dimension 1, c'est seulement d carré de U sur x carré. Et je suppose que la vitesse de propagation de l'onde, elle vaut 1. D'accord? La vitesse vaut 1. Je considère des conditions de Dirichlet, ça veut dire que ma corde, il est fixé aux deux extrémités de l'intervalle oméga, c'est-à-dire 0 pi. D'accord? Vous pouvez supposer que vous avez une onde. D'accord? Vous avez une onde. Et donc là, c'est pi. Et là, c'est 0.
Donc là, si vous supposez que les deux extrémités de votre corde sont fixées, ça veut dire qu'ils ne bougent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déplacement. Donc il n'y a pas de déplacement aux deux extrémités, mathématiquement parlant, ça veut dire, donc le U c'est le déplacement, ça veut dire que c'est nul. Le déplacement, donc c'est nul. Et donc vous supposez que votre onde, ou bien votre corde, il a une certaine distribution, il a une certaine euh, figure, une certaine courbe, d'accord? Cette courbe, c'est la donnée initiale, d'accord? Cette image initiale, ou bien cette donnée initiale, ce n'est autre que cette courbe, d'accord? Donc il a une certaine donnée initiale, il n'est pas à l'équilibre. Très bien. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans les détails des espaces. Donc là, je considère l'espace L2 de oméga, l'espace de Lebesgue des fonctions mesurables de carré intégrable. Le domaine du Laplacien, c'est H2 inter H1,0. Et l'énergie, voilà, donc c'est ça ce qui m'intéresse. Donc l'énergie de mon système. Donc pour obtenir l'énergie, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On multiplie la première équation par U, d'accord? En intégrant, vous allez tomber sur cette équation. D'accord? Donc vous multipliez la première équation par U, vous aurez d de U sur dt scalaire U, ou bien fois U, moins Laplacien de U fois U. D'accord? Et donc, en intégrant, donc d de U sur dt fois U, ce n'est autre que 1 demi de la dérivée de U carré. 1 demi la dérivée de d sur dt de la dérivée de U carré. D sur dt de U carré. Moins l'intégrale de Laplacien U fois U. Donc l'intégrale de Laplacien U fois U, c'est plus, donc par l'intégration par partie, par la méthode d'intégration par partie, ce n'est autre que l'intégrale de grade U au carré. D'accord? Et donc vous obtenez cette équation. Vous allez obtenir que la dérivée de l'énergie sur dt est égale à moins l'intégrale de oméga grade U au carré dx. D'accord? Donc vous aurez une dérivée de l'énergie qui vaut moins l'intégrale sur oméga de grade U au carré dx. D'accord? Et donc cette information vous donne le caractère dissipatif de votre système. Ça veut dire que ce modèle, c'est un modèle qui est dissipatif et donc il est proche. Il traduit une propriété très importante de la physique, c'est la dissipation. Donc c'est un modèle qu'on peut utiliser pour comprendre la diffusion de la chaleur. Comment la chaleur se propage dans un domaine oméga. D'accord? Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'une corde, donc là, c'était une erreur. Ça, c'est pour l'équation d'onde. Mais en fait, pour l'équation de la chaleur, donc là, j'ai un tuyau ou bien un métal. Donc, je suppose que les deux extrémités de mon domaine oméga sont nulles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de température. Donc, le U ici, c'est pas le déplacement, c'est la température. D'accord? Voilà, donc là, la température, il est nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de température entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, la température, elle est nulle et aussi la température, là, elle est nulle. Donc avoir ça euh, expérimentalement, donc les physiciens mettent des glaçons, d'accord, aux deux extrémités de leur métal, d'accord, pour s'assurer que la température aux deux extrémités, il va rester nulle. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la propagation de la chaleur le long de cette, de cette barre, d'accord? De cette barre métallique. D'accord. Voilà. Donc, le modèle qui traduit ce phénomène, c'est ce modèle de la chaleur. C'est l'équation de la chaleur. Voilà. Donc, maintenant, comment montrer que l'énergie de mon système, il décroît exponentiellement vers zéro? D'accord? Donc, par la théorie des César semi-groupes, on sait comment le démontrer. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment le faire avec l'approche variationnelle. D'accord? Comment, par l'approche variationnelle, on peut montrer que l'énergie de l'équation de la chaleur décroît exponentiellement vers zéro. D'accord? Et d'ailleurs, ces questions ont suscité pas mal de réflexions
au sein de notre équipe. Donc, on s'est posé plusieurs fois comment démontrer les mêmes propriétés qu'on rencontre ou bien qu'on trouve avec la théorie des César semi-groupes, moyennant l'approche classique variationnelle. D'accord. Donc là, c'est l'objectif de ces deux applications que je vais vous exposer. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que pour trouver cette première équation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a ici, euh, donc je vais essayer de faire cet exercice avec vous. Voilà. Donc, je vais essayer de faire cet exercice avec vous. Donc, on a dt sur du. Donc, on a ut. Donc, ut, c'est d de u sur dt. D'accord? Donc, ut moins d carré. Donc, je vais l'appeler uxx, u indice xx. Donc, u indice xx, c'est pour dire. Donc, ut moins uxx est égal à 0. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça, c'est l'équation. Donc, vous voyez ici l'équation. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier cette équation. Je vais multiplier cette équation par U. Je vais multiplier cette équation par U. Fois U. Fois U. D'accord? Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Eh bien, je vais obtenir l'équation suivante. Qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, je vais obtenir que D du, donc je vais l'écrire comme ça. Donc, je vais obtenir D sur dt, d'accord? De la norme au carré, plus U fois. Donc ça, c'est si vous dérivez U au carré, vous allez trouver 2 fois U fois dtu. Donc là, j'ai multiplié par U ici. Donc, j'ai trouvé. Donc, je vais aller tout doucement. Donc là, U fois U indice T. D'accord? Moins U xx fois U est égal à 0. D'accord? Très bien. Donc là, on a U fois UT moins uxx fois U est égal à 0. D'accord? Ce qui implique donc U fois UT, comme j'ai dit, c'est D sur dt. Donc c'est bien de faire cet exercice au moins une seule fois, de U au carré, du module de U au carré. D'accord? Donc si vous le dérivez, vous allez avoir un 2. Donc je quotiente par 2. J'écris sur 2. Le tout sur 2. Sur 2. D'accord? Donc c'est U carré sur 2. Et donc moins UX fois U. D'accord? Donc ça va rester la même. Et donc je vais prendre maintenant, donc voilà, donc moins U fois UXX. D'accord? Et donc maintenant est égal à 0. Donc maintenant, je vais prendre l'intégrale de tout ça. Donc l'intégrale de la première fois l'intégrale de la deuxième. Donc, je prends l'intégrale de tout ça. J'intègre sur mon domaine. Donc l'intégrale. Donc je vais l'écrire comme ça. L'intégrale, voilà. Donc l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de 0, c'est 0. Donc l'intégrale de la dérivée temporelle de U au carré, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie. Ça, c'est la dérivée de l'énergie. C'est d sur dt de l'énergie dans mon équation. De E de t. Qui est égal à quoi? Est égal à l'intégrale. Donc je fais passer moins l'intégrale de U fois UXX de l'autre côté. Qui est égal à l'intégrale de UXX. Donc je l'écris. Donc c'est l'intégrale de UXX. Donc je vais voir U, puisque j'intègre par rapport à oméga, c'est-à-dire à la variable spatiale. Donc, je vais voir uxx comme étant u seconde par rapport à x. Donc, je vais l'écrire comme ça. D'accord? Et donc, par la méthode d'intégration par partie, donc vous pouvez démontrer que ça, en utilisant bien sûr les conditions au bord, donc n'oubliez pas que vous avez des conditions au bord fixes
est nul, bien sûr, dans les frontières. Donc l'intégrale de u seconde va donner moins l'intégrale de, de grade u, nabla, nabla u au carré. Voilà. Voilà. Donc on a l'intégrale de ça, ça implique d sur dt de l'énergie, puisque l'énergie, on a dit l'énergie, ce n'est autre que u carré sur 2, voilà, et qui est égal à moins l'intégrale, donc qui est négative. Donc ça, c'est inférieur ou égal à 0. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que l'énergie, elle est dissipative. Négative. Donc, notre énergie, elle est dissipative. Ou bien le système est dissipatif. Notre système est dissipatif. D'accord? Et qui dit notre système est dissipatif. Et qui dit dissipatif, ça veut dire que l'énergie est décroissante. Voilà, donc j'ai voulu vous expliquer ça parce que, en fait, si vous comprenez ça, vous allez comprendre la suite. Voilà, donc j'ai dE sur dt qui est négatif, ça veut dire mon système il est dissipatif, il dissipe de l'énergie. D'accord? Donc il garde l'énergie constante quel que soit le temps. Donc d de E sur dt il est décroissante et l'énergie par définition, donc l'énergie elle est positive par définition. C'est l'intégrale d'une quantité au carré. Donc une fonction qui est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Donc maintenant, on va démontrer que cette énergie ne peut converger que vers zéro. D'accord? Donc ça, c'est un exercice en général qui est difficile, mais là, vous allez voir que c'est pas très difficile. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, vous voyez, donc là, j'ai écrit 2 lignes et j'ai déduit la réponse. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'inégalité de Poincaré. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'inégalité de Poincaré? Il nous dit que l'énergie de votre système, bien sûr thermique, l'énergie de l'équation de la chaleur, elle est majorée par une constante fois l'intégrale du gradient de la température. Et donc, moi, j'ai trouvé que mon énergie, la dérivée temporelle de mon énergie, elle est inférieure à moins l'intégrale de ça. Donc, vous multipliez par moins ici, vous aurez moins l'intégrale est inférieure à moins l'intégrale de ça. Donc, c'est ce que j'ai obtenu ici. Donc, c'est inférieur ou égal à moins 1 sur C. Et C, c'est la constante de Poincaré. L'intégrale de U carré, dx. Ça veut dire que j'ai trouvé que la dérivée de E de t sur dt est inférieure ou égale à moins une constante fois l'énergie de mon système. Parce que ça, c'est l'énergie du système. L'intégrale de ça, c'est l'énergie du système. Et donc, E' est inférieur à une constante fois E de t. Ça, c'est l'inégalité de E'. Voilà. Donc, je vais vous remplacer dans grand val. Donc, grand val par le lemme de grand wall. Vous remplacez V par l'énergie. Vous avez l'énergie prime est inférieure à une constante, c'est moins 1 sur C fois E de t. Et donc, vous déduisez que E de t, puisque V c'est E de t, E de t est inférieur à l'intégrale de cette constante. Donc, ça va vous donner naissance au temps. Donc, l'intégrale de moins 1 sur C, d'accord? L'intégrale de A à T de l'exponentielle de f de t. Donc là, il manque un exponentiel, de l'exponentielle de f de s. Voilà. Donc l'exponentielle. Donc là, normalement, l'exponentielle de l'intégrale de a à t de f de s ds. Donc là il manque un exponentiel. D'accord? Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on va trouver l'exponentielle. Exponentielle de l'intégrale de a à t de cette constante. Et donc on va trouver voilà, l'exponentielle de moins 1 sur c, puisque exponentielle de l'intégrale de la fonction f de t qui est là, moins 1 sur c, c'est l'exponentielle moins 1 sur ct fois l'énergie initiale. D'accord? Et donc voilà, là on a donné le taux de décroissance de l'équation de l'énergie explicitement. D'accord? Donc on l'a démontré explicitement, chose qu'on ne peut pas le faire avec la théorie des scissors semi-groupes. Puisque les propriétés de semi-groupe pour l'étude de la stabilité exponentielle vous disent que le système il est exponentiellement stable s'il vérifie le lemme de Gerhardt. Donc qui porte sur R, c'est-à-dire l'axe imaginaire est dans l'ensemble résolvant, et aussi la borne étude de la résolvante par rapport à lambda.
d'accord, par rapport à lambda dans l'ensemble résolu. D'accord. Donc là, j'ai donné explicitement le taux de décroissance vers 0. D'accord. Voilà donc une autre remarque. Si je change cette fois-ci l'espace de travail, l'espace d'énergie, je le remplace par l'espace de fonction continue, par exemple, est-ce que je peux utiliser le même raisonnement? Eh ben, la réponse est la suivante. Eh ben, si on change l'espace L2 par un autre espace, en utilisant les séries de Fourier, on sait que par la méthode de séparation de variables, on peut démontrer que notre solution s'écrit ou bien se forme d'une série de Fourier. Et donc là encore, le module, donc ça c'est plus simple, le module est inférieur à la somme des b sinus exponentielle moins k carré. On n'a que exponentielle moins k carré t, c'est majoré par exponentielle moins t. Et donc vous avez là encore un comportement exponentiel. Avec C, c'est une constante donnée qu'on suit. C'est la somme des bêta. D'accord? Et donc, par définition d'une série de Fourier, il faut que les coefficients soient sommables. Donc, ça, c'est une hypothèse qui provient des séries de Fourier. D'accord? Et donc là encore, on a un comportement exponentiel, mais cette fois-ci, non pas par rapport à L2, mais par rapport à l'espace des fonctions continues, c'est-à-dire par rapport à la norme uniforme. Donc vous prenez ici le sup, et vous aurez la norme uniforme, elle est majorée par une valeur, par une fonction décroissante exponentielle. Voilà, donc j'arrive maintenant à ma dernière application. D'accord? Donc la dernière application, c'est l'équation des ondes. D'accord? Donc l'équation des ondes, donc on sait très bien que l'équation des ondes, sans ce terme d'amortissement, elle est euh, conservative. D'accord? Et cette conservation rend cette équation loin de la réalité. Donc, elle n'a pas, donc la conservation, ça veut dire qu'elle est loin de la réalité. On n'a pas le caractère dissipatif. D'accord? Et donc, pour s'approcher de la réalité, qu'est-ce qu'on ajoute? Eh bien, on rajoute ce dumping, ce terme d'amortissement. D'accord? On l'appelle amortissement. Ce frein. D'accord? Un frein des vibrations. D'accord? Et on met les mêmes hypothèses, donc une condition de Dirichlet, c'est-à-dire je suppose que mon onde, mon onde elle est fixe aux deux extrémités. D'accord? Donc là, c'est ça le modèle, donc l'équation des ondes. Voilà, donc je vais me poser la même question que tout à l'heure. Donc, comment démontrer cette équation avec un damping décroît exponentiellement vers zéro? Donc, sans utiliser la théorie de semi-groupe, c'est-à-dire utiliser seulement la méthode variationnelle. D'accord. Très bien. Donc, la même chose, donc je définis mon espace de travail. D'accord. Bien sûr, si je change l'espace de travail, les résultats changent. C'est ce qu'on a dit dans l'introduction de la modélisation. Il faut bien justifier rigoureusement le choix des espaces. Voilà donc l'énergie associée à ce système. Donc, par le même procédé que tout à l'heure, vous pouvez démontrer. Donc, vous prenez votre première équation, vous multipliez cette fois-ci par UT, vous multipliez par la vitesse d de U sur dt. Vous prenez la première équation, vous la multipliez par d de U sur dt, vous faites la même machinerie de tout à l'heure, d'accord? Les mêmes techniques de tout à l'heure, vous intégrez et vous allez obtenir que la dérivée d'une certaine quantité, et cette quantité, c'est ce que vous allez appeler l'énergie. D'accord? Vous aurez la décroissance. Vous aurez la décroissance de votre équation. Donc voilà, donc l'énergie, cette fois-ci, contrairement à l'équation de la chaleur, elle est définie par deux termes. Le premier terme, c'est la vitesse, et le deuxième, c'est le gradient de U. Donc c'est l'énergie cinétique. D'accord? Donc la première, donc l'énergie de l'équation des ondes se décompose comme étant l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc c'est l'énergie mécanique en dimension 1. D'accord? Donc je considère oméga un ouvert borné de R. Très bien. Donc maintenant, je vais démontrer que l'énergie associée à cette équation des ondes décroît exponentiellement vers zéro. Comment le faire? En utilisant l'approche variationnelle ou bien la méthode de Lyapunov. Donc la nouvelle énergie ou bien fonctionnelle que je vais utiliser, c'est
que je vais l'appeler E epsilon de t. D'accord? Donc cette fonctionnelle, je vais la construire à partir de l'énergie classique de mon modèle vibratoire, l'équation d'Andis. Puis je vais ajouter une relation, un couplage entre le déplacement, d'accord, entre U et 2 de U sur dt. Plus epsilon, le produit scalaire de dtu avec U. Donc ça, c'est un terme qui ajoute l'information sur ce qui se passe entre U et dtu. Donc ça, ce terme qu'on va ajouter ici, dans cette fonction de Lyapunov, ça va résoudre le problème variationnel par la méthode de Lyapunov, ou bien le problème de la décroissance exponentielle de ce système. Eh bien, pour arriver à notre objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démontrer tout d'abord que cette fonction de Lyapunov, elle est bornée par l'énergie, c'est-à-dire elle est équivalente à l'énergie classique. Il faut démontrer que cette énergie de Lyapunov, cette fonction de Lyapunov, nouvelle fonction de Lyapunov, elle est équivalente à l'énergie classique. Donc cette équivalence se traduise par cette équation, par cette inégalité, cette estimation. Et la deuxième chose, montrer que cette nouvelle énergie, il garde la même propriété que l'énergie classique. Ça veut dire qu'elle est décroissante avec un terme ici qu'on n'a pas avec l'énergie classique. D'accord? Donc c'est moins 2 alpha l'énergie epsilon de t. D'accord? Donc ça c'est l'énergie de Lyapunov. Et donc une fois que j'ai ça, je vais utiliser le lemme de Grandval pour conclure. Voilà, donc là j'ai fait les détails. Donc j'ai epsilon de t, c'est l'énergie E de t plus epsilon du scalaire U. Donc du scalaire U, c'est intégral. C'est l'intégral sur oméga de tu. Et donc là, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc c'est inférieur à epsilon, la norme de U carré sur 2 plus D2 DU au carré sur 2. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais estimer la norme de U carré. Donc la norme de U carré, c'est l'intégrale de module de U carré. Je vais l'estimer par l'inégalité de Poincaré. Donc c'est majoré par grade U en utilisant l'inégalité de Poincaré. Donc voilà, cette inégalité. Voilà, donc c'est une égalité de Poincaré. Donc je l'estime. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc j'ai l'énergie E de t plus une constante fois grade U plus epsilon sur 2 dtu au carré et majoré. Et donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc le grade U et dtu, ça figure dans l'énergie E de t. Donc je peux toujours trouver une constante C qui est le maximum de ces constantes, de telle sorte à avoir une estimation de ces deux termes en termes de l'énergie. Et donc en prenant une constante C2 égale à 1 plus epsilon C, je trouve que E epsilon de t est inférieur à une constante fois E de t. Donc là, j'ai démontré cette première partie de mon inégalité. Montrons l'autre partie. Donc j'ai E epsilon de t, c'est l'énergie plus ce couplage qui est supérieur à E de t moins epsilon fois le module de dtu scalaire. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, et ça, la même chose. Donc là, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz, d'accord? Ce qui est supérieur à moins epsilon sur 2 normes de U carré moins epsilon sur 2 dtu carré. Et même chose, donc c'est qui est inférieur à moins. Donc là, j'utilise l'inégalité de Poincaré avec un signe moins. Donc moins U carré, elle est supérieure à moins grade U. Moins ça. Et puis je prends une constante C, une deuxième constante, C1, que je vais appeler C1, qui n'est autre que le minimum entre 1 et ces autres constantes. D'accord? Ou bien C1, elle est composée de 1, d'accord? C'est 1 plus le minimum entre ces deux constantes. Epsilon et epsilon C. Donc pour un epsilon très petit, je peux trouver cette constante. Bien entendu, pour un epsilon très petit, autant petit que je veux, je peux trouver une constante qui minore epsilon de t. Donc j'ai démontré que epsilon se comporte de la même manière que E de t. Ça veut dire qu'il est équivalent à l'énergie classique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la méthode de Lyapunov elle est très très importante puisque elle a cette philosophie
de garder et de préserver les propriétés de l'énergie initiale. Voilà, donc une fois j'ai montré l'équivalence, je montre maintenant que mon énergie il est majoré, ou bien la dérivée il est majorée par une constante. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je multiplie l'équation des ondes amorties par dTu et je démontre que d sur dt de E de t est égal à moins dTu au carré. Donc je ne peux pas déduire de cette équation que j'ai un comportement exponentiel. Pourquoi? Parce que je ne peux pas majorer dTu par l'énergie. D'accord? Je ne peux pas dire que moins dTu est inférieur à une constante négative, moins c fois E de t. C'est pour ça que j'ai introduit cette fonctionnelle de Lyapunov. Et donc voilà, donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc je dérive epsilon de t et je vais me servir de la dérivée de mon énergie classique. Donc d sur dt de epsilon, c'est d sur dt de E de t plus epsilon dt carré u scalaire u plus epsilon. Donc je développe les calculs. Donc là, je dérive E epsilon, c'est la dérivée de E de t plus epsilon, la dérivée du premier terme, c'est-à-dire d carré u scalaire u, plus dtu fois la dérivée de dtu, de u, fois dtu, ça veut dire c'est la norme de dtu. dtu fois dtu, c'est la norme de dtu fois epsilon. Et là, c'est dt carré u scalaire u. Donc, dt carré u scalaire u, on sait que dt carré u, l'équation des ondes, donc dt carré u, c'est Laplacien u moins du sur dt. Donc, je remplace cette dérivée seconde, qui est l'accélération, je la remplace par Laplacien u moins la vitesse. C'est Laplacien u moins la vitesse. Et donc, je développe. Donc là, je trouve epsilon dtu, je factorise par dtu, c'est moins 1 moins epsilon fois dtu au carré, plus epsilon Laplacien u scalaire u. D'accord? Et on a dit tout à l'heure que l'intégrale de Laplacien u scalaire u, puisque ce produit scalaire c'est juste une intégrale, c'est moins epsilon l'intégrale de grade u au carré. Donc ça, c'est par l'intégration par partie. Tout simplement, c'est l'intégration par partie. Moins epsilon dtu, là encore, j'utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc j'obtiens cette somme, et j'ai que u au carré, il est estimé par le gradient de u par la méthode par l'inégalité de Poincaré. Donc là, j'ai grade u, d'accord? Et ensuite, j'ai moins epsilon grade u ici, et plus epsilon c grade u. Donc, je factorise. J'ai ici dtu carré, grade u au carré. Et donc, je considère le minimum entre ces deux constantes. Je l'appelle un c prime, d'accord? Et bien sûr, je divise sur 2 et je multiplie par 2 pour avoir ici c prime epsilon de t fois moins 2. D'accord? Et on n'a que e epsilon de t. Donc, on a e de t. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça en termes de e de t. On n'a que e de t. On a que E de t, il est supérieur à 1 sur C2 epsilon de t. Ça veut dire que moins E de t, il est inférieur à moins 1 sur C2 epsilon de t. Donc moins 1 sur C2 epsilon de t. Et donc j'ai trouvé cette inégalité de Zi. Donc j'ai estimé la dérivée de l'énergie de Lyapunov, ou bien de la fonction de Lyapunov, par une constante négative fois l'énergie, ou bien la fonction de Lyapunov, donc je vais appeler cette constante C' sur C2 un certain alpha. Et donc là encore, par le lemme de Grandval, on déduit que notre énergie E epsilon, elle est inférieure à E moins alpha de t. Alpha de t, elle est équivalente à l'énergie classique, donc je peux passer et trouver l'énergie initiale de mon système. Et donc je trouve que E de t, c'est inférieur à C1 C2 sur C1 fois l'exponentielle moins alpha de t fois E de 0. Et donc, j'ai démontré là encore l'exponentielle stabilité pour l'équation des ondes amorties en utilisant l'approche variationnelle, c'est-à-dire la méthode de Lyapunov. Voilà. Voilà euh, donc mon exposé arrive à sa fin. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous donne la parole.